Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Donc cette année, mon cours de physiologie digestive se démarque en 2 chapitres. Un premier chapitre de généralité sur le tube digestif et un deuxième chapitre sur la motricité digestive, puisque au cours de cette année, nous allons essentiellement étudier la motricité digestive, alors que tous les phénomènes de sécrétion, digestion, absorption seront étudiés en 2e année de médecine. Concernant le premier chapitre sur les généralités sur le tube digestif, dans un premier temps, je vous parlerai du rappel anatomique sur le tube digestif pour que vous ayez une idée des différents aspects et des organes composant le tube digestif. Et puis, dans un deuxième temps, nous étudierons les fonctions du tube digestif qui sont au nombre de 5. Motricité, digestion, sécrétion, absorption, immunité. Ce sont des fonctions qui sont globalement liées les unes aux autres et qui sont capitales dans la fonction générale du tube digestif. Et puis, nous aborderons ce qu'on appelle les cellules endocrines et paracrines du tube digestif, qui sont des cellules qui sont partie intégrante au niveau de la paroi digestive et qui ont une action importante dans les phénomènes de sécrétion, d'absorption. Et puis après, nous étudierons le mécanisme d'action hormonale digestive. Vous verrez qu'il y a plusieurs mécanismes, neurocrines, endocrines, paracrines, qui ont chacun une caractéristique particulière. Nous aborderons ensuite la circulation splanchnique, puisque le tube digestif a besoin d'une vascularisation qui vient des troncs cœliaques, mésentériques supérieurs et mésentériques inférieurs. Et vous verrez qu'en pathologie, lorsqu'il y a une atteinte de cette circulation splanchnique, il peut y avoir une souffrance au niveau du tube digestif, ce qu'on appelle une ischémie. Et puis nous finirons ce premier chapitre par le système nerveux, qui est important au niveau du tube digestif, puisque nous verrons qu'il y a au sein du tube digestif un système nerveux intrinsèque que l'on appelle le petit cerveau, par opposition au cerveau plus noble, et puis le cerveau du tube digestif, le petit cerveau, est relié au système nerveux central par le système nerveux extrinsèque, au système nerveux autonome qui comprend le système nerveux sympathique et parasympathique. Ce qui fait qu'en permanence, votre tube digestif informe le cerveau de son contenu, de sa sécrétion, etc. Et en même temps, le cerveau est capable de moduler la fonction du tube digestif. Nous allons voir maintenant donc un bref rappel de l'anatomie du tube digestif, de façon à vous situer les différents organes dont je vais parler au cours de mon cours de physiologie digestive. Vous avez donc ici un schéma anatomique du tube digestif, sur lequel vous pouvez voir l'estomac, qui a une forme d'outre. L'œsophage n'est pas matérialisé ici, on ne le voit uniquement que sous la forme de sa partie inférieure. Vous pouvez voir derrière le foie et qui se jette dans l'estomac. Puis fait suite à l'estomac le duodénum, dans lequel est enchâssé le pancréas. Ensuite, vous avez l'intestin grêle, dont fait déjà partie le duodénum, mais auquel fait suite après le duodénum le jéjunum, puis la partie terminale de l'intestin grêle qui est l'iléon, qui se jette dans le côlon au niveau du cécum, qui est ce cul-de-sac sur lequel vous pouvez voir brancher l'appendice. Vous avez donc ensuite dans le côlon le cécum dont je viens de parler, le côlon ascendant, cette portion verticale. Ensuite, vous avez le côlon transverse qui est situé entre l'angle droit qui est situé sous le foie et l'angle gauche qui est situé sous la rate. Puis lui fait suite le côlon descendant, la partie verticale, puis le côlon sigmoïde en forme de S, le rectum, puis l'anus. Est matérialisé également sur cette diapositive le foie, cette glande endocrine qui est assez volumineuse, le pancréas dont j'ai parlé. Vous avez également matérialisé sur ce schéma le système veineux. Je n'ai pas matérialisé le système artériel avec les veines mésentériques supérieures, inférieures, le tronc porte. Sur cette coupe du tube digestif, vous avez représenté les différentes couches du tube digestif que sont successivement la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse qui est constituée de 2 couches, longitudinale externe et circulaire interne, et puis la séreuse. Vous pouvez voir qu'il y a 2 plexus nerveux qui sont situés l'un dans la sous-muqueuse, que l'on appelle le plexus sous-muqueux, et l'autre qui est situé entre les 2 couches musculeuses, que sont la longitudinale externe et la circulaire interne, qu'on appelle le plexus myentérique. Cet ensemble de plexus est constitué de très nombreux neurones qui vont assurer un fonctionnement autonome au tube digestif, je vous en reparlerai plus loin, et c'est ce qui constitue ce qu'on appelle le système nerveux intrinsèque. Nous allons voir maintenant dans ce chapitre les 5 grandes fonctions du tube digestif. Vous avez 5 fonctions
principales du tube digestif. La première fonction est une fonction de motricité que l'on va voir essentiellement cette année. La motricité assure la propagation des aliments le long du tube digestif. Elle est essentiellement due à la composante musculaire lisse du tube digestif qui comprend deux couches, comme je vous en ai parlé un peu avant, la couche longitudinale externe et la couche circulaire interne. Et je vous ai dit qu'il y avait des plexus nerveux intrinsèques, à savoir le plexus sous-muqueux que l'on appelle le plexus de Meissner et le plexus mi-entérique, le plexus d'Auerbach. La deuxième fonction, c'est la fonction de sécrétion. Donc il y a une sécrétion salivaire au niveau des glandes salivaires, une sécrétion gastrique au niveau de l'estomac, une sécrétion pancréatique par le pancréas, une sécrétion biliaire et une sécrétion intestinale au niveau de l'intestin grêle et du côlon. Nous verrons ces sécrétions essentiellement l'année prochaine en deuxième année de médecine, mais je vous en toucherai un petit mot déjà cette année. Dans ces sécrétions, vous avez une composante importante qui est une composante d'eau. Vous retrouvez également des électrolytes, du sodium, du potassium, du chlore, du bicarbonate. Et puis vous retrouvez des substances organiques, à savoir les enzymes qui sont indispensables à la digestion des aliments, le mucus qui protège la paroi intestinale et la paroi du tube digestif en général, des immunoglobulines et plus particulièrement les immunoglobulines A au niveau du tube digestif, des facteurs de croissance qui vont assurer le renouvellement cellulaire du tube digestif, des acides biliaires, de la bilirubine, du cholestérol et des phospholipides. La troisième fonction est une fonction de digestion dont le siège principal se situe au niveau de l'intestin grêle. Il faut savoir que la digestion débute dès la mastication et fait intervenir notamment la sécrétion salivaire, puisque la présence des aliments au niveau buccal stimule la sécrétion salivaire. Vous avez ensuite une digestion intraluminale que l'on appelle extracellulaire, où vont intervenir les enzymes salivaires, gastriques et pancréatiques. Ensuite, vous avez une digestion membranaire au niveau de la bordure ambrose des entérocytes, qui sont les cellules élémentaires de la digestion et de la réabsorption au niveau de l'intestin grêle, et où il y a également à ce niveau-là des enzymes qui vont poursuivre la digestion qui a été débutée dans la lumière du tube digestif. Et puis en dernier lieu, vous avez une troisième étape de digestion qui se situe dans l'entérocyte, à l'intérieur de cette cellule au niveau de l'intestin grêle. C'est une digestion donc intra-entérocytaire. La quatrième fonction est une fonction d'absorption. Elle se situe là aussi au niveau de l'intestin grêle et les fonctions de digestion et d'absorption sont très liées puisque une anomalie de l'une retentit également sur l'autre et inversement. L'absorption est la résultante de flux permanents et abondants d'eau et de substances dissoutes de la lumière du tube digestif vers le milieu extracellulaire et inversement. Elle participe donc à la régulation du milieu intérieur. Vous avez une absorption paracellulaire entre les cellules qui est faible, et puis vous avez surtout une absorption transcellulaire à travers les cellules, avec plusieurs modes d'absorption transcellulaire. Un mode que l'on appelle pinocytose, qui est un phénomène d'englobement d'une particule qui serait dans la lumière digestive par la membrane apicale d'une cellule. Puis vous avez ce qu'on appelle la diffusion passive, ou le terme solvent drag des anglo-saxons. Et puis vous avez ensuite un transfert par combinaison chimique qui fait intervenir un transporteur. Et vous avez deux types de transferts par combinaison chimique. Un transfert actif qui va consommer de l'énergie au niveau de la cellule. Donc la cellule va devoir fournir de l'énergie pour effectuer ce transfert actif. Et vous avez ce qu'on appelle une diffusion facilitée dans laquelle il n'y a pas de consommation d'énergie. Enfin, la cinquième fonction est une fonction importante également, qui est une fonction d'immunité, puisque la muqueuse digestive ou les muqueuses digestives dans leur ensemble représentent une surface d'échange considérable elle est au contact d'un environnement riche en antigènes d'origine alimentaire, microbien ou viral, comme on peut le voir au niveau de la peau ou du tissu respiratoire. Au niveau du tube digestif, vous avez ce qu'on appelle le tissu lymphoïde associé à la muqueuse, MALT des anglo-saxons, Mucosa Associated Lymphoid Tissue. Ce tissu comprend les plaques de Perrière, l'appendice, des nodules lymphoïdes isolés et surtout des cellules lymphoïdes isolées dans la muqueuse, à la partie basale de la muqueuse. Il faut savoir qu'il y a au niveau de l'intestin grêle, par exemple, une cellule lymphoïde ou lymphocytaire pour 6 entérocytes. Et enfin, vous avez les fameuses immunoglobulines A de type sécrétoire.
Au cours de ce chapitre, je vais vous parler maintenant des cellules endocrines et des cellules paracrines du tube digestif qui interviennent dans les phénomènes de régulation de la sécrétion, de la motricité par exemple. Les cellules endocrines et paracrines du tube digestif sont disséminées dans la muqueuse digestive, et ceci du cardia, qui est la jonction entre l'œsophage, le bas de l'œsophage et l'estomac, jusqu'au rectum, qui est la partie terminale du tube digestif juste avant l'anus. Il s'agit de cellules que l'on appelle claires parce qu'elles ne fixent pas les colorants habituels. On dit qu'elles sont argentaphines parce qu'elles réduisent les sels d'argent, et elles sont argyrophiles parce qu'elles captent les sels d'argent que l'on peut ensuite réduire. Vous avez deux types de cellules endocrines paracrines. Les plus importantes sont ce qu'on appelle les cellules ouvertes, que vous pouvez voir sur le petit schéma qui est matérialisé ici. C'est cette cellule avec ses petits replis. C'est une cellule qui est en contact avec la lumière du tube digestif. À l'opposé, moins nombreuses, vous avez des cellules fermées que l'on appelle cellules paracrines, qui sont situées à la base des autres cellules, qui sont enchâssées sous les autres cellules et qui n'atteignent pas donc la lumière digestive. Ces cellules ont un mode d'action local. On retrouve parmi ces cellules endocrines paracrines des cellules entérochromaffines qui contiennent des monoamines comme la sérotonine et qui donnent une réaction positive argentaphine et chromaffine et une fluorescence jaune caractéristique. C'est comme ça que l'on a mis en évidence ces cellules. À côté, vous avez des cellules non entérochromaffines qui représentent en fait la majorité des cellules. On dit que ces cellules font partie du système APUD pour amine, précurseur, uptake, décarboxylation. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une cellule peut sécréter non pas une hormone, mais une famille hormonale comprenant des peptides biochimiquement proches. Vous avez ici représenté la classification de ces différentes cellules. Vous avez donc différents types de cellules, avec notamment la cellule G pour gastrine. Ces cellules sont situées au niveau de l'antre, qui est la partie basse de l'estomac, et au niveau du duodénum. Ce sont classiquement des cellules ouvertes endocrines. Nous allons revoir après ce que veut dire endocrine. Vous avez également les cellules I, qui contiennent de la cholécystokinine, ou CCK en abrégé, que l'on retrouve au niveau du duodénum, qui est situé après l'estomac, et du jéjunum. Ce sont des cellules ouvertes et également endocrines. Vous avez les cellules S qui contiennent de la sécrétine que l'on retrouve au niveau du duodénum et du jéjunum. Ce sont également des cellules ouvertes et endocrines. Ensuite, il y a également les cellules K qui contiennent du gastric inhibitory peptide en anglais ou GIP en abrégé. Elles sont situées au niveau du duodénum et du jéjunum. Les cellules L qui contiennent de l'entéroglucagon situées au niveau de l'iléon qui est la partie terminale de l'intestin grêle et également au niveau du côlon. Vous avez des cellules qui contiennent le vasoactive intestinal peptide, ou VIP en abrégé. Ce VIP est contenu au niveau de fibres nerveuses du système nerveux intrinsèque. Je vous rappelle que le système nerveux intrinsèque, c'est cet ensemble des plexus nerveux de la couche sous-muqueuse et de la couche musculaire. Et également, il est retrouvé, ce VIP, dans les cellules endocrines, tout le long du tractus gastro-intestinal et au niveau du pancréas. Vous avez ensuite le polypeptide pancréatique, ou PP en abrégé, que l'on retrouve dans le pancréas. Les cellules D qui contiennent de la somatostatine, qui sont situées dans le cardia, au niveau du rectum et du pancréas. Ce sont elles donc qui sont libérées essentiellement sur un mode paracrine, dont je vous ai parlé auparavant. Les cellules N qui contiennent de la neurotensine et que l'on retrouve au niveau de l'intestin grêle proximal. Quand on dit proximal, cela veut dire au début de l'intestin grêle. Elles ont un mode de sécrétion paracrine. Vous avez ensuite les cellules grand M petit o qui contiennent de la motiline, qui intervient dans la motricité digestive, qui est un stimulant de la motricité digestive, notamment à la partie haute du tube digestif. Ensuite, vous retrouvez les cellules EC pour les cellules entérochromaffines qui contiennent de la sérotonine ou 5-HT en abrégé, des encéphalines, de la substance P ou SP en abrégé, et qui sont situées dans le système nerveux intrinsèque, dans le pylore, dans le grêle et jusqu'au niveau du côlon. Nous allons voir maintenant les mécanismes d'action hormonale digestive, et je vais vous détailler les trois différents types de mécanismes d'action. Vous avez trois effets concernant le mécanisme d'action hormonale digestif. Le premier effet est un effet neurocrine, vous avez également un effet endocrine et un effet paracrine. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'origine du peptide qui est libéré est différente suivant ces trois types d'effets.
Concernant le premier effet, l'effet neurocrine, l'origine du peptide est nerveuse. C'est le cas notamment pour la libération de VIP, de somatostatine et de substance P. C'est-à-dire que le peptide, qui est matérialisé ici sur ce schéma par ces petits points noirs, est libéré à l'extrémité d'un nerf qui est dans le tube digestif. Et ce peptide va agir sur la cellule qui est matérialisée ici, qui est au contact de la lumière du tube digestif. Le deuxième effet est un effet endocrine. Le peptide, dans ce cas-là, est sécrété par une cellule endocrine qui est située à distance et qui est véhiculée par le sang. Donc le peptide est matérialisé par ces points noirs, il est libéré par une cellule qui est à distance de l'autre cellule qui est sur la gauche et qui est au contact du tube digestif. Ce peptide est libéré et puis véhiculé par le sang et va agir sur cette cellule qui peut être à distance de la première. C'est le cas notamment pour la gastrine, la cholécystokinine et la sécrétine. Le troisième mode d'action est un mode d'action paracrine, on en a déjà parlé, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une stimulation locale. C'est le cas notamment de la somatostatine, de la neurotensine et de l'entéroglucagon. Je vous ai dit que dans le mécanisme d'action paracrine, c'est une cellule qui est très proche d'une autre cellule, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, et qui va agir directement sur cette cellule en libérant ces peptides. Nous allons parler maintenant du renouvellement cellulaire des muqueuses digestives qui interviennent dans les phénomènes de régénération du tube digestif dans des conditions physiologiques et notamment pathologiques. La durée de vie de la plupart des cellules du revêtement muqueux digestif est de l'ordre de quelques jours. Pour vous donner un exemple, au niveau de l'intestin grêle, vous avez un renouvellement de l'ordre de 1 million de cellules par minute, ce qui est bien entendu très important. Vous avez 3 étapes dans la migration. Vous avez une étape de multiplication cellulaire au niveau d'un secteur de prolifération avec des phases G1, S, G2, M. Il faut savoir que la phase G0 est une phase de réserve. Et en général, la durée du cycle cellulaire de G1 à M est de l'ordre de 24 heures. Vous avez ensuite une étape de différenciation, qui est une étape de migration hors du secteur de prolifération, au cours de laquelle vous avez, dans un premier temps, une maturation avec synthèse des ARN messagers, et puis formation d'un équipement enzymatique qui assure une différenciation fonctionnelle à la cellule. Puis ensuite, vous avez une élimination des cellules sénescentes qui ont vieilli à la surface de la muqueuse au sommet des villosités. Pour vous donner une idée sur ce petit schéma, donc vous avez à gauche le cycle cellulaire avec les différentes phases, et puis à droite vous avez ce dont je viens de vous parler, à savoir le secteur de division cellulaire à la base des replis de la muqueuse intestinale, numéro 1. Le secteur 2, c'est le secteur de maturation et d'élaboration des ARN messagers. Le secteur 3, c'est un secteur fonctionnel. Et puis le secteur 4, le secteur d'élimination cellulaire. C'est-à-dire que les cellules vont remonter progressivement vers le haut, ce qu'on appelle des villosités, de ces replis de la muqueuse intestinale. Et pour mourir au sommet de ces villosités, elles sont remplacées au fur et à mesure. Vous avez également des facteurs régulateurs neurohormonaux. Vous avez des hormones stimulantes que sont la gastrine, cellule G dont on a parlé tout à l'heure, qui reproduit les effets du repas. La gastrine est située essentiellement au niveau de l'estomac et de la muqueuse intestinale. En pathologie, par exemple, il y a ce qu'on appelle le syndrome de Zollinger-Ellison, ZE en abrégé, qui est caractérisé par une hypersécrétion de gastrine à partir de cellules qui vont proliférer. Vous avez également l'hormone de croissance. On sait par exemple que lorsqu'on enlève l'hypophyse, c'est-à-dire qu'on fait une hypophysectomie, eh bien cette hypophysectomie entraîne une atrophie des muqueuses digestives. Vous avez des facteurs de croissance comme l'EGF, ou Epidermal Growth Factor en anglais, qui est situé au niveau du duodénum, du jéjunum, de l'iléon, du côlon, mais pas dans l'estomac, puisqu'au niveau de l'estomac, c'est la gastrine qui intervient comme hormone stimulante. L'entéroglucagon, qui est également situé au niveau du tube digestif, est également une hormone stimulante. À côté de cela, vous avez des hormones au contraire qui sont inhibitrices, comme la sécrétine, qui est une hormone qui est antagoniste de la gastrine. Dans la mesure où elle antagonise la gastrine, eh bien elle inhibe le renouvellement cellulaire. La somatostatine, qui est sécrétée selon un mode paracrine, est la grande inhibitrice du tube digestif et elle inhibe notamment le renouvellement cellulaire. Vous avez également des facteurs vitaminiques, comme la vitamine B12,
la vitamine B9 que l'on appelle l'acide folique, la vitamine A et la vitamine D qui ont un effet positif sur le renouvellement cellulaire. Le nerf pneumogastrique, ou nerf vague, ou encore 10e paire crânienne, a un effet positif de stimulation du renouvellement cellulaire. Et à une époque, quand on faisait des vagotomies pour traiter les ulcères de l'estomac et du duodénum, eh bien, on sait par exemple que la vagotomie a un effet inhibiteur sur le renouvellement cellulaire. Nous allons voir maintenant la circulation splanchnique qui assure la vascularisation du tube digestif, du foie, de la rate et du pancréas. La circulation splanchnique correspond au territoire perfusé par les artères cœliaques, mésentériques supérieures et mésentériques inférieures, et ce territoire est drainé par les veines sus-hépatiques. Ce territoire irrigue tout le tractus gastro-intestinal, le foie, le pancréas et la rate. Chez un sujet au repos, par exemple, le territoire splanchnique reçoit la plus grande partie du débit cardiaque. Il est caractérisé par des terminaisons noradrénergiques qui sont très nombreuses sur les artérioles et les vénules splanchniques, qui assurent une vasoconstriction de ce territoire et assurent un apport de sang lors de l'exercice musculaire ou en cas d'hémorragie, permettant le rôle propre des fonctions digestives et un rôle majeur dans l'homéostasie circulatoire de l'organisme. Le sang de la circulation splanchnique franchit 2 réseaux capillaires dans l'organisme irrigué et dans le foie, et ils sont séparés par la veine porte. La presque totalité du sang splanchnique gagne la veine cave inférieure par les veines sus-hépatiques. Cette circulation splanchnique est importante dans les phénomènes de sécrétion gastro-intestinale. Il y a en moyenne 7 litres par jour de sécrétion, auxquels s'ajoutent 2 litres de liquide que l'on appelle les ingestats, l'eau de boisson par exemple, ce qui fait environ un total de 9 litres que le tube digestif devra réabsorber. C'est ce qui fait intervenir la microcirculation gastro-intestinale, qui a un rôle majeur dans le maintien de l'équilibre hydroélectrolytique. Il faut savoir que le débit sanguin dans la muqueuse intestinale est très important, puisqu'il est de l'ordre de 5 ml par gramme de tissu. L'endothélium vasculaire du tube digestif est caractérisé par des cellules peu jointives, c'est-à-dire qu'il y a une fenestration qui augmente la conductivité hydroélectrolytique, c'est-à-dire que ces cellules sont un peu poreuses. Vous avez un petit schéma de la circulation de l'axe villosité. Au niveau de cet axe villositaire, il y a une proximité, comme vous pouvez le voir, des vaisseaux afférents, c'est-à-dire qui arrivent vers la villosité, la petite flèche qui va vers la villosité, et des vaisseaux efférents, c'est-à-dire des vaisseaux qui repartent de la villosité. Il y a de ce fait une diffusion d'oxygène à contre-courant, dans la mesure où l'oxygène est un gaz très diffusible, et du fait de la proximité de ces vaisseaux afférents et efférents, eh bien, il y a une diffusion d'oxygène à contre-courant quand le débit mésentérique diminue. En cas d'anoxie, vous avez une aggravation de ces phénomènes, et à terme, vous avez une nécrose de l'extrémité de la villosité. Nous allons faire maintenant un rappel sur la motricité du tube digestif et voir les principales caractéristiques du muscle lisse digestif. Sur ce schéma, donc, figure le tube digestif et le système nerveux central. C'est pour vous expliquer que le tube digestif n'est pas isolé, mais il est relié au système nerveux central par ce qu'on appelle le système nerveux extrinsèque ou le système nerveux autonome, parasympathique et sympathique. Sur ce schéma, vous pouvez voir au niveau d'un fragment du tube digestif qu'il y a à l'intérieur de ce tube digestif un ensemble de neurones qui constituent ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire le système nerveux intrinsèque. Ce système nerveux intrinsèque et ce tube digestif donc est relié au système nerveux central par le système parasympathique qui est classiquement excitateur à droite sur le schéma et le système sympathique qui est classiquement inhibiteur à gauche sur le schéma. Vous pouvez voir qu'en ce qui concerne chacun de ces systèmes, il y a 2 neurones, c'est un système à 2 neurones, avec un premier neurone qui part pour la voie parasympathique du noyau moteur du vague, du pneumogastrique, qui est situé au niveau du bulbe, et ce premier neurone, que l'on appelle aussi une fibre préganglionnaire qui constitue le nerf pneumogastrique, s'articule avec un deuxième neurone qui est à l'intérieur du système nerveux intrinsèque. Vous voyez que le médiateur qui est libéré à chaque extrémité est de l'acétylcholine.
Le système sympathique, lui, le premier neurone part de la moelle et s'articule avec un deuxième neurone au niveau d'un ganglion sympathique. Le deuxième neurone va ensuite à la fois se distribuer au niveau de la paroi digestive, du muscle notamment, et il envoie également un rameau qui va inhiber essentiellement la transmission cholinergique entre les deux neurones cholinergiques du système parasympathique. Ce qui est représenté sur ce schéma, c'est surtout la voie motrice, à la fois parasympathique et sympathique, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la voie efférente, avec des neurones qui partent du bulbe pour le parasympathique et de la moelle pour le sympathique, et qui vont se distribuer au tube digestif. Il faut savoir que, inversement, vous avez des fibres que l'on appelle afférentes, qui partent du tube digestif, et qui remonte dans le sens inverse, à la fois en cheminant en sens inverse dans le parasympathique et en sens inverse dans le sympathique. Ces fibres ne sont pas matérialisées ici pour ne pas compliquer le schéma, mais ces fibres vont véhiculer l'information qui vient du tube digestif et qui va informer le cerveau et la moelle épinière de ce qui se passe au niveau du tube digestif. Le système nerveux intrinsèque, qui est matérialisé ici au niveau du tube digestif, assure une autonomie au tube digestif, c'est-à-dire que si vous isolez complètement le tube digestif, eh bien ce tube digestif est capable, grâce à ce système nerveux intrinsèque, d'assurer une motricité autonome, une sécrétion, etc. Mais en temps normal, bien entendu, le tube digestif n'est pas isolé dans l'organisme et il est relié donc au système nerveux central par ce système sympathique et parasympathique. En ce qui concerne ce système nerveux intrinsèque, c'est ce qu'on appelle le gut brain en anglais ou le petit cerveau par opposition au cerveau plus noble. C'est donc un réseau nerveux continu de l'œsophage au canal anal, comme vous avez pu le voir brièvement sur le schéma précédent. Ce système nerveux intrinsèque, que l'on appelle également aussi système nerveux entérique, assure une fonction intégrative et donc un fonctionnement coordonné du tube digestif. Il comprend des récepteurs mécaniques qui sont sensibles à la distension, par exemple, thermiques qui sont sensibles à tout ce qui est température, chimique, au contenu chimique du tube digestif. Ces récepteurs sont reliés par des interneurones qui vont faire le relais avec des motoneurones qui sont constitués dans les plexus dont je vous ai parlé, mi-entérique et sous-muqueux. C'est ce qu'on appelle la voie finale commune. Il s'ensuit une initiation, une prolongation ou une inhibition d'une activité sécrétoire ou motrice. Le système nerveux intrinsèque est le support de multiples réflexes courts intramuraux, c'est-à-dire des réflexes qui se situent à l'intérieur du tube digestif et qui ne font pas forcément intervenir le système nerveux extrinsèque. Mais, comme je vous l'ai dit précédemment, en temps normal, le système nerveux intrinsèque est connecté au système nerveux central par le système nerveux extrinsèque, SNE en abrégé. Ce système nerveux extrinsèque est constitué à la fois du parasympathique, comme on vient de le voir, et du sympathique. Et je vous ai dit qu'ils étaient classiquement antagonistes, c'est-à-dire que le parasympathique est plutôt stimulant, notamment de la motricité, alors que le sympathique est inhibant. Il faut savoir que ce sont des nerfs mixtes, comme je vous en ai parlé. Je vous ai parlé d'un contingent moteur que l'on voyait sur le premier schéma, mais il faut savoir que ce sont surtout des nerfs à prédominance de fibres afférentes. 90% pour le parasympathique, 50% pour le sympathique. C'est-à-dire que ces nerfs mixtes contiennent essentiellement des fibres qui véhiculent l'information du tube digestif vers le système nerveux central. Dans le parasympathique, dans le système parasympathique, vous avez deux contingents. Un contingent bulbaire et un contingent sacré. Nous allons les voir successivement. Le contingent bulbaire est constitué d'un premier neurone qui, comme je vous l'ai montré sur le premier schéma, part du bulbe, du noyau moteur du vague ou du noyau moteur du nerf pneumogastrique et également du noyau ambigu. Ce premier neurone qui constitue en fait le nerf pneumogastrique libère à son extrémité de l'acétylcholine et s'articule ainsi avec un deuxième neurone qu'on appelle neurone postganglionnaire qui est situé, comme vous l'avez vu sur le premier schéma, à l'intérieur du tube digestif au niveau des plexus mi-entériques d'Auerbach. Le médiateur chimique qui est libéré par ce neurone postganglionnaire est également de l'acétylcholine. Ce contingent bulbaire se distribue à tous les vaisseaux hépatopancréatiques et au tractus gastro-intestinal jusqu'au niveau du côlon transverse. Le deuxième contingent est le contingent sacré. Il part des racines sacrées entre S2 et S4 pour constituer
avec un premier neurone les nerfs qu'on appelle nerfs pelviens, avec là aussi à l'extrémité de ces nerfs pelviens la libération d'acétylcholine, qui va s'articuler avec un neurone postganglionnaire comme précédemment, qui est contenu dans les plexus myentériques d'Auerbach et qui libère de l'acétylcholine comme médiateur chimique à son extrémité. La distribution est assurée au reste du côlon et au rectum. Il faut savoir que le contingent parasympathique vagal contient également une voie inhibitrice qui est non adrénergique, non cholinergique et dont le médiateur est le VIP, vasoactive intestinal peptide, et ou le NO, monoxyde d'azote. Cette voie est notamment fonctionnelle au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage, SIO en abrégé, et au niveau de l'estomac proximal. Nous aurons l'occasion d'en reparler ultérieurement. Vous pouvez voir sur ce schéma une récapitulation du système nerveux parasympathique. Sur ce schéma sont matérialisées essentiellement les voies motrices parasympathiques, c'est-à-dire des neurones qui partent du système nerveux central, du bulbe et de la moelle sacrée, pour aller vers le tube digestif notamment. Mais imaginez bien qu'en sens inverse, il y a des informations afférentes qui véhiculent, qui remontent en sens inverse, et qui véhiculent l'information du tube digestif vers le système nerveux central. Nous avons donc vu le système parasympathique. En ce qui concerne le système sympathique, eh bien, ceci est un peu superposable au parasympathique. Vous avez donc des fibres préganglionnaires, comme pour le parasympathique, mais dans ce cas-là, les corps cellulaires sont situés au niveau de la moelle, essentiellement entre la 9e thoracique et la 2e lombaire, pour constituer, non pas le nerf pneumogastrique comme on l'a vu pour le parasympathique, mais les nerfs splanchniques ou les nerfs hypogastriques. Le relais ganglionnaire se fait au niveau des ganglions cœliaques, mésentériques supérieurs et inférieurs, et des ganglions hypogastriques. La distribution, elle est superposée à la distribution du système parasympathique, à savoir que la distribution postganglionnaire mésentérique et cœliaque se fait au niveau des vaisseaux hépato-pancréatiques et du tube digestif jusqu'au côlon transverse, de la même façon que le parasympathique bulbaire, alors que la distribution postganglionnaire hypogastrique se fait sur le reste du côlon et le rectum, comme nous l'avons vu pour le parasympathique sacré. Voici pour illustration sur ce schéma. C'est un schéma qui ressemble un peu à ce que nous avons vu pour le parasympathique, et vous pouvez voir donc la distribution du sympathique avec un premier neurone qui part de la moelle thoracique et lombaire, qui s'articule avec des neurones postganglionnaires et qui se distribue ensuite au niveau du tube digestif. Par exemple, vous avez également représenté ici le système respiratoire, le système circulatoire, mais ce qui nous intéresse pour ce qui me concerne, c'est le système digestif. Vous pouvez voir que le système sympathique, par opposition au système parasympathique, eh bien le deuxième neurone postganglionnaire est situé en dehors du tube digestif. Alors que dans le système parasympathique, le deuxième neurone est à l'intérieur du tube digestif, dans ces fameux plexus myentériques d'Auerbach. Nous allons voir maintenant ce que l'on appelle les afférences centrales. C'est-à-dire que la décharge des motoneurones préganglionnaires sympathiques et parasympathiques dont je viens de vous parler, qui sont situés dans le bulbe et la moelle épinière, eh bien ces motoneurones sont contrôlés par des afférences périphériques, donc qui viennent de la périphérie, ou des neurones encéphaliques, des neurones qui viennent d'autres centres nerveux du système nerveux central. En particulier, les afférences centrales interviennent dans la phase céphalique des sécrétions salivaires, gastriques et pancréatiques, dans les phénomènes moteurs gastro-intestinaux et dans la régulation de la circulation splanchnique. Tout à l'heure, je vous ai parlé des fibres afférentes. Eh bien, vous avez une innervation extrinsèque sensitif, c'est-à-dire que vous avez des récepteurs au niveau de la muqueuse, de la sous-muqueuse, de la musculeuse et de la séreuse du tube digestif, qui sont à l'origine de réflexes courts intramuraux, c'est-à-dire des réflexes qui font intervenir purement le système nerveux intrinsèque, qui se situe à l'intérieur du tube digestif. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des réflexes ganglionnaires, c'est-à-dire que l'information va remonter un peu plus haut, en dehors du tube digestif, dans les ganglions notamment sympathiques. Et puis, vous avez des réflexes plus longs qui vont remonter beaucoup plus haut, notamment au niveau du système nerveux central, par exemple, ce qu'on appelle les réflexes segmentaires ou encéphaliques. Vous avez une fonction de sensibilité chimique, mécanique et thermique qui est véhiculée par les afférences du système parasympathique, en l'occurrence du nerf pneumogastrique ou 10e paire crânienne ou encore nerf vague. La nociception, c'est-à-dire la douleur viscérale, quant à elle, est véhiculée
par les afférences des nerfs splanchniques et hypogastriques. Voici matérialisé sur cette diapositive un schéma de l'organisation du contrôle nerveux digestif. Vous pouvez voir donc sur ce schéma les centres supérieurs, le bulbe rachidien ou son équivalent la moelle sacrée pour le parasympathique sacré, la moelle opinière thoracolombaire pour le système sympathique. Vous avez les relais ganglionnaires latérovertébraux ou prévertébraux et puis les plexus intramuraux, les plexus myentériques notamment. Vous pouvez voir donc qu'il y a plusieurs niveaux, un niveau central de régulation, un niveau extramural entre le système nerveux central et le tube digestif et un niveau intramural à l'intérieur du tube digestif. Et donc vous avez des afférences qui vont informer la moelle épinière par exemple et qui partent du tube digestif ou le bulbe rachidien et qui partent du tube digestif. Et en réponse, vous avez également une voie motrice que je vous ai détaillée précédemment qui part du bulbe rachidien pour aller vers les plexus intramuraux, en l'occurrence le nerf pneumogastrique, ou bien qui part de la moelle épinière, thoracolombaire, pour aller ensuite faire un relais dans les ganglions latérovertébraux ou prévertébraux, puis ensuite se diriger vers le tube digestif, c'est la voie sympathique.